minutes que le dernier participant se connecte et puis on pourra commencer. Manuel Egen, je travaille pour FIAN, je suis basé à Bruxelles et je serai le modérateur aujourd'hui. Soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je modère un séminaire, je découvre encore toutes les fonctionnalités techniques du mode webinaire de Zoom, mais on va faire pour que ça se passe pour le mieux. Alors justement sur les aspects techniques, vous avez la possibilité de poser des questions et d'interagir durant le webinaire en utilisant les fonctions en dessous en français où il est marqué converser et questions et réponses. On essaiera de répondre au mieux aux questions, surtout dans la deuxième partie du webinaire qui sera justement ouvert à discussion et débat avec les participants et participantes. Vous aurez aussi la possibilité dans la deuxième partie de lever virtuellement votre main. Je vois d'ailleurs déjà qu'il y a une personne, Ni Onja Onfat, qui lève sa main, mais je demanderai qu'on la lève plutôt dans la deuxième partie du séminaire quand le débat sera ouvert. La première sera réservée aux interventions des intervenantes. Et je voudrais encore vous mentionner que le webinaire ici sera enregistré, ce qui permettra après de le diffuser via la chaîne YouTube de FIAN International et de permettre aux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre de le visionner en ligne. Donc voilà, l'objectif donc de ce séminaire, c'est de discuter des liens entre la Déclaration des droits des paysans et le combat pour la justice climatique. Ça fait partie d'une série de webinaires qui sont organisés par FIAN en relation avec les enjeux de cette déclaration. Une première série a été consacrée aux droits des femmes rurales dans la déclaration. Et une troisième série en mai sera consacrée à la question des semences et de la diversité biologique dans la déclaration. Mais donc aujourd'hui, le focus, c'est sur les liens entre justice climatique et la déclaration. Très rapidement, pour rappel, cette déclaration des droits des paysans a été un combat de longue date des mouvements paysans et notamment de la Via Campesina, qui a porté ses revendications depuis une vingtaine d'années, ce qui a amené en 2012 à la création d'un groupe de travail au Conseil des droits de l'homme pour discuter et négocier un texte qui, après plusieurs années, a été finalement adopté en décembre 2018 à l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà. À l'agenda aujourd'hui, donc, je vais donner la parole à 3 intervenantes que je vais laisser se présenter. Je reprendrai ensuite la main pour une petite introduction contextuelle sur les enjeux du webinaire aujourd'hui. Et puis, donc, nous aurons une discussion avec les intervenantes pendant une quarantaine de minutes, ce qui nous laissera à la fin une trentaine de minutes pour ouvrir le débat et la discussion avec l'ensemble des participants. Voilà, je demande alors aux intervenantes maintenant de se présenter en commençant par Fanny, et puis Reine, et puis Sarah. Fanny, donc je te donne la parole. Alors bonjour, moi je m'appelle Fanny Métra, je suis paysanne avec mon compagnon en Ardèche, dans le sud de la France, dans une zone montagneuse, assez isolée et sauvage, très peu mécanisable. Du coup, on y élève un troupeau de brebis pour la viande. On cultive des pommes de terre sur des terrasses plates, les rares terrasses plates autour du hameau. On récolte des châtaignes qu'on transforme en confiture et en farine, tout en agriculture biologique. Et puis, on vend tout en direct, directement aux consommateurs ou dans des magasins de produits. Voilà. Depuis que je suis installée il y a 11 ans, je milite à la Confédération paysanne. La Confédération paysanne est membre de la Via Campesina depuis le début. Et du coup, nous, le dossier climatique, on en parlait souvent dans nos revendications, on le citait souvent, mais on a vraiment pris la mesure de l'enjeu en 2015 pour la COP21 à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment saisi de la question et de l'enjeu numéro 1 qui était la justice climatique et à travers elle, tout l'enjeu alimentaire aussi. Voilà, mais on va développer ça juste après. Merci. Merci Fanny. Reine, bienvenue. Merci Manu. Je suis Reine Baïmé, je travaille pour Women Alliance, qui est une organisation féministe qui est basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et moi, je suis basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Alors, Women Alliance est comme je le dis, est une alliance africaine féministe qui adresse la question de l'extractivisme
et ses impacts sur la vie des femmes. Ok, on a quelques problèmes techniques, donc Isabelle, est-ce que tu peux m'aider à monter? Je vais essayer un moment. ما في أكل أنا مسكين يبكي ما في C'est moi. Oh là 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 là. Là, c'est la catastrophe. Donc, désolé, on essaie de régler ça. Bon, malheureusement, on avait déjà entendu les petits soucis sur Zoom. J'espère qu'on n'est pas victime d'une espèce de piratage. Ça a l'air d'être rétabli. Ok, bon, ça a l'air d'être rétabli. J'espère qu'on n'aura plus ce genre de problème. Reine, alors je te redonne la parole, désolé. Oui, d'accord. Alors, comme je disais, Women est une alliance africaine féministe qui adresse la question de l'extractivisme et de ses impacts sur la vie des femmes dans les communautés qui vivent autour de méga projets extractifs tels que des projets de construction de centrales à charbon, d'extraction minière, de forage de pétrole, mais pas que limité, parce que nous entendons également l'extractivisme comme, nous considérons comme étant de l'extractivisme également les accaparements de terres ou les grandes plantations de monoculture. Et Women travaille avec plus de 60 alliés et partenaires en Afrique et à travers à travers l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Nous abordons donc notre travail à travers 4 programmes majeurs qui sont le consentement et le droit de dire non, right to say no, la militarisation et les violences faites aux femmes, notre programme sur la justice climatique, Women Building Power, justement, et un dernier programme qui adresse les questions d'alternatives, donc des alternatives justes de développement, le oui en fait au non. Donc, nous menons également des campagnes et des activités au niveau sous-régional. Nous sommes impliqués dans des campagnes aussi au niveau international, telles que la campagne The Global Campaign to Dismantle Corporate Power ou le People Tribunals. Voilà un peu ce que Women fait au niveau sous-régional, régional, international. Ok, merci Reine. Et enfin Sarah. Oui, bonjour à tous. Donc Sarah Lickel, moi je travaille au Secours catholique Caritas France. Je suis chargée de plaidoyer sur les questions de droit à l'alimentation et de changement climatique. Et donc nous, on travaille sur les causes de la pauvreté à la fois en France, au niveau national pour nous, et puis dans le monde à travers un réseau de partenaires du réseau Caritas ou autres qui font du travail de terrain sur tous les continents. Moi, je suis impliquée dans le suivi des COP et des négociations climatiques depuis maintenant 4 ans, avec toujours le même objectif, c'est de protéger la sécurité et la souveraineté alimentaire des populations, de promouvoir l'agroécologie paysanne aux côtés des organisations paysannes qui le font, et puis de montrer à quel point cette agroécologie est une solution, et on va en parler à la fois d'adaptation et de promotion aussi de systèmes alimentaires qui sont peu émetteurs. Donc c'est tout le travail qu'on fait. Il s'agit à la fois de soutenir les alternatives d'agroécologie et puis de renoncer au soutien qui est aujourd'hui assez vaste, notamment en Europe, à l'agriculture industrielle. Et tout ça en promouvant, en se basant en fait sur les droits des populations. Merci à toutes les trois. Et donc, avant de vous redonner la parole pour vos interventions et la discussion, je vais faire 4 remarques en fait introductives qui soulignent pour nous vraiment l'importance de la déclaration des droits des paysans et des paysannes et ses liens avec le combat pour la justice climatique. Donc, pour FIAN, en tant qu'organisation de droits humains, il est
vraiment important, en première remarque, que les droits humains soient mis au cœur du combat pour la justice climatique. Pendant trop longtemps, les combats des organisations de défense des droits humains et des organisations environnementales de l'autre côté ont été un peu déconnectés, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour rassembler les mouvements, et aujourd'hui, clairement, les droits humains sont reconnus comme un ancrage de la lutte pour la justice climatique. Pour deux raisons évidentes. C'est tout d'abord que la crise climatique a et aura de plus en plus des impacts sur la jouissance des droits fondamentaux, que ce soit par les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et les autres événements extrêmes, la multiplication des maladies, etc. Il est clair que ça cause des pertes humaines et ça entrave la jouissance des droits comme le droit à l'alimentation, le droit à la santé et d'autres droits fondamentaux. Et donc, c'est clairement établi maintenant que les États ont des obligations de droits humains de lutter contre les changements climatiques et de réduire drastiquement leurs gaz à effet de serre, et notamment les pays les plus riches qui ont contribué à cette crise climatique. Ça a été répété par de nombreuses instances de droits humains et ça commence aussi maintenant à être consacré par des décisions judiciaires, comme chez mes voisins aux Pays-Bas ou en Colombie, où les cours suprêmes ont condamné les gouvernements pour leur manque d'ambition dans leur action climatique. Le deuxième élément fondamental des droits humains, c'est qu'ils doivent servir de rempart aux fausses solutions climatiques. Et il est clair que l'action contre le dérèglement climatique ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux, et en particulier des groupes les plus marginalisés et discriminés. Et donc la déclaration ici offre une protection spécifique aux paysans et paysannes qui sont déjà particulièrement discriminés, mais qui en plus sont les principales victimes des règlements climatiques et aussi des projets d'adaptation et de mitigation qui sont mis en œuvre au nom du changement climatique. Ma deuxième remarque introductive, c'est que la déclaration va plus loin qu'un simple instrument de protection des droits des paysans et qu'elle permet pour nous vraiment de créer ce lien fort entre la défense des droits humains, les luttes paysannes et les luttes environnementales et contre le changement climatique. Quand on voit les droits qui sont consacrés dans la déclaration, comme le droit à la terre, qui inclut une préservation et régénération des sols et des ressources naturelles, quand on voit le droit aux semences et à la multiplication des semences paysannes, le droit à la préservation de la diversité biologique, le droit à un environnement sain ou le droit à des ressources en eau, on voit que c'est non seulement des droits qui sont importants pour les paysans, mais qui peuvent aussi être vraiment utilisés par les mouvements environnementaux pour lutter à la fois contre le changement climatique, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, l'accaparement des ressources par les multinationales et la destruction des écosystèmes. Donc je pense qu'il y a vraiment là un travail à faire avec les organisations environnementales pour qu'elles comprennent que cette déclaration et sa mise en œuvre sont importants pour leur combat aussi. Troisième remarque introductive, c'est que la déclaration permet pour nous vraiment de reconnecter l'humain et la nature. Il y a eu pendant longtemps les politiques de développement occidentales qui ont vraiment déconnecté l'homme de la nature, où la nature était traitée comme une simple ressource naturelle à exploiter afin de dégager du profit. La déclaration pour nous s'écarte de cette vision et permet vraiment de reconnecter les paysans et les communautés paysannes avec leur territoire. Le droit à la terre, par exemple, dans la déclaration, n'est pas consacré dans une vision de droit de propriété individuelle sur une ressource, mais vraiment comme un droit individuel et collectif qui fonde vraiment l'identité, la culture paysanne dans son territoire. Et ça permet vraiment de sortir de cette vision capitaliste, extractiviste. Et c'est là ma dernière remarque, c'est que pour nous, la déclaration a un potentiel transformatif très important en consacrant des droits collectifs, en promouvant des réformes agraires redistributives qui vont vraiment à l'encontre du modèle de capitaliste, extractiviste et de concentration des richesses, ou en promouvant et en demandant aux États de mettre en œuvre des transitions agroécologiques qui permettent vraiment de remettre en cause l'hégémonie du système agroalimentaire industriel et d'engager une profonde transition de la société face aux multiples crises auxquelles nous devons faire face.
Voilà pour mes remarques introductives et je vais maintenant donner la parole aux intervenantes en commençant par Fanny et en lui posant la question suivante. C'est Fanny, en tant que représentante de la Confédération paysanne et du mouvement Via Campesina International, quelles sont pour vous les principales préoccupations et les défis face à cette crise climatique et les alternatives que vous portez en tant que mouvement paysan? Alors, tu l'as un peu dit dans ton introduction, nous, en tant que paysannes et paysans, on est un peu les sentinelles du climat, parce qu'on travaille avec le vivant. Et du coup, pour nous, la météo, ça influe sur notre quotidien, ça influe sur notre travail chaque jour. Et du coup, ça influe sur aussi nos productions, nos récoltes et du coup, notre revenu. Et pour nous, on entend souvent dire les paysans, ils sont tout le temps en train de râler parce qu'il fait soit trop beau, soit pas assez beau, trop de pluie, pas assez de pluie. Mais en fait, quand on vit ça au quotidien, on se rend compte que le climat, il est en fait au cœur de la vie humaine sur Terre et que c'est un équilibre très complexe. Et que quand ça déraille, on en est les premières victimes. Et là, ça fait plusieurs années qu'on se rend compte qu'on subit de plein fouet les conséquences du réchauffement. Il y a des sécheresses à répétition, il y a des tempêtes de plus en plus violentes, et on le voit même ici en Occident où pendant longtemps on parlait de réchauffement climatique en pensant tout de suite Afrique ou ailleurs. On se rend compte qu'en fait non, ça y est, on est tous sur le même bateau et on le subit tous de plein fouet. Et en fait, du coup, comme je le disais tout à l'heure, la Confédération paysanne et la Via Campesina ont vraiment intégré le fait que le climat et les enjeux climatiques étaient l'enjeu primordial, un enjeu primordial pour les années à venir, à travers le climat, forcément, la question alimentaire. Depuis 1970, la population mondiale a doublé. Les émissions de gaz à effet de serre ont doublé aussi. Là, actuellement, on produit 40 milliards de CO2 par an. Et puis, on se rend compte que la question agricole et alimentaire, elle est au cœur des émissions de gaz à effet de serre, puisque selon des organisations comme Grain, 50% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture et du système alimentaire. Du coup, on se dit, mais c'est pas possible, le levier, l'agriculture et le système alimentaire, à travers la production, le conditionnement, les transports, les importations, en fait, c'est un enjeu primordial pour lutter contre le dérèglement climatique. Et nous, on va voir plusieurs aspects parce que la bagarre, elle se mène sur plusieurs fronts. Elle se mène sur nos fermes et après de façon plus collective. Déjà, sur nos fermes, je vais prendre l'exemple de ma ferme. Nous, on subit des sécheresses de plus en plus fortes, année après année. Avant, quand il y avait un épisode de sécheresse, on faisait face à la crise en se serrant les coudes et en se disant bon, l'année prochaine, on va essayer de revenir à une espèce de normale. On se rend compte qu'une année normale, maintenant, au niveau météorologique, ça n'existe plus. Et du coup, il faut poser la question de l'adaptation. On se pose la question comment on s'adapte à tout ça, comment on a des systèmes de plus en plus résilients. Il y a plein d'alternatives qui se mettent en place pour mettre en place des réseaux d'échange de semences adaptés, des races animales adaptées. On essaie de réduire les intrants, on essaye d'être plus autonome, de penser territoire, achat de matières premières au niveau territoire et pas aller les chercher à l'autre bout du monde. On tente de développer des circuits de vente courte pour pas être dépendant au marché mondial complètement fluctuant. On se forme à de nouvelles pratiques d'agronomie, des nouvelles pratiques vétérinaires. On essaye de réfléchir à tout ça et on met en place des choses très concrètes. Mais on se rend bien compte que toutes ces initiatives, même si elles sont primordiales et très, très importantes, en fait, on ne peut pas se limiter à développer des alternatives de production et de mise en vente, tout ça. Il faut absolument que les politiques publiques changent. Parce qu'en fait, on fait face à un rouleau compresseur, à une machine de guerre qui s'appelle l'agriculture industrielle, la mondialisation des échanges, le commerce mondial, qui en fait, à un moment donné, détruit l'agriculture paysanne et l'agroécologie paysanne qu'on essaie de mettre en place. Du coup, on ne peut pas se suffire et se satisfaire d'un discours colibriste qui voudrait qu'en produisant bien et en consommant bien, on va réussir à sauver le monde et à changer la donne. En fait, il faut vraiment influer les politiques publiques en créant un rapport de force conséquent pour changer les choses. Et ces politiques publiques, malheureusement, depuis 2005, surtout en Europe, elles se sont focalisées sur le marché du carbone.
ce fameux marché du carbone qu'on a vu mis en place en 2005, qui fait que les grandes entreprises peuvent échanger, vendre, acheter des quotas et des mesures compensatoires. En fait, on se rend compte qu'on permet aux entreprises polluantes de continuer à polluer si elles achètent des crédits carbone à l'autre bout de la terre pour reforester, accaparer des terres, accaparer des ressources. On va en parler plus loin. Et en fait, on se rend compte que ce grand marché du carbone, en fait, c'est juste un rouage et un levier de financiarisation de l'agriculture et de la nature, comme tu le disais tout à l'heure, Manu. Souvent, c'est un système de subvention pour les entreprises les plus polluantes. En plus, on accroît les conflits sociaux et environnementaux dans les pays du Sud. On accroît la dette des pays du Nord envers les pays du Sud. Souvent, elles sont sujets à fraude. Enfin, c'est tout un magma qu'on dénonce et qu'on ne veut pas, sachant qu'en plus, ça ne remet pas en cause la surproduction, la surconsommation, et on est toujours dépendant des énergies fossiles. Du coup, pour nous, le marché du carbone, il est complètement à remettre à plat et ça fait partie d'une des grosses fausses solutions qu'on combat. Et dans ces grosses fausses solutions, bien sûr, toujours les mêmes multinationales, les mêmes gouvernements, les mêmes banques mondiales et consorts, nous mettent en avant les OGM, nous mettent en avant les agrocarburants, les processus comme le RED+, de reforestation, nous met en avant l'agriculture intelligente face au climat, la géo-ingénierie, je pense que Sarah y reviendra. Mais en fait, pour nous, c'est vraiment aller droit dans le mur, jouer au savant fou pour essayer de trouver des pseudo-solutions, mais qui vont toujours dans l'intérêt des grosses multinationales. Et toutes ces fausses solutions, on les combat fortement, et je pense qu'on y reviendra pendant la discussion, parce qu'on a plein d'exemples qui permettent de prouver que ce sont bien de fausses solutions. Et puis, il y a aussi, pour nous, dans les débats des mouvements autour de la justice climatique, il y a le sujet de l'élevage qui, nous, en tant qu'éleveurs et éleveuses, nous fait un peu mal au cœur, parce que souvent, dans les mouvements, avec la montée du véganisme, en particulier en Occident, on se rend compte que l'élevage, c'est un peu la bête noire dès qu'on parle de justice climatique. L'élevage, ça déforeste, l'élevage, ça consomme plein d'eau, l'élevage, c'est en concurrence directe avec l'alimentation animale. Et on aimerait bien que le débat soit posé de façon plus construite pour bien faire en sorte que, attention, qui dit élevage paysan ne dit pas élevage industriel, et il faut bien faire la différence entre les deux. Des territoires comme les nôtres, des zones de montagne, il n'y aurait pas d'agriculture possible sans élevage. Bien sûr, c'est un équilibre, encore une fois, très complexe entre monde animal, monde végétal, humain et territoire. Et cet ensemble-là, il faut le préserver. Du coup, j'espère qu'on aura d'autres questions sur la question de l'élevage, parce qu'il y a plein de choses à redire et de faux chiffres à remettre en perspective. Et je pense que mon temps est écoulé. Je ne sais pas, je vois Manu qui hoche la tête. Je voulais quand même juste dire pour conclure que pour nous, il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. Il faut absolument que nos luttes convergent. Il n'y a pas de… justement, il ne faut pas s'enfermer dans nos petites guéguerres de clochers. On ne peut pas cliver les luttes. Nous, on l'a vu ici en France l'année dernière. Il y a eu des mouvements fabuleux avec les Gilets jaunes, les marches pour le climat, Extinction Rebellion, plein de convergences qui se sont faites assez fabuleuses. Et il faut aller là-dedans. De toute façon, on ne luttera pas seul, chacun dans nos coins. Il faut vraiment qu'on converge. Et surtout qu'on reste déterminés et assez radicaux, en fait. Il faut arrêter de faire de la mesurette, du sparadrap. Il est plus que temps d'agir. Il faut être assez radical dans nos choix et il faut que le rapport de force soit suffisamment important pour que nos politiques changent. Voilà. Et entre autres, la question démocratique, elle est au cœur de toutes ces questions-là, et il faut qu'on soit assez déterminé et inventif pour mener le combat. Merci. Merci Fanny, super pour ton intervention qui montre bien à quel point vous les paysans, vous êtes au cœur à la fois directement affectés et aussi au cœur des solutions à promouvoir et des vraies solutions à promouvoir pour transformer ce système économique et alimentaire pour une réelle justice climatique. Alors maintenant, je vais donner la parole à Reine. En te demandant, toi, en tant que mouvement féministe, quels sont les impacts que vous observez des modèles extractivistes sur les droits des femmes? Comment est-ce que vous accompagnez ces femmes et comment est-ce que vous, en tant que mouvement féministe, vous trouvez une utilité dans cette déclaration des droits des paysans qui nous rassemble aujourd'hui? Merci Manuel.
Merci déjà pour avoir posé le cadre qui mettait bien en avant l'impact du système capitaliste aujourd'hui et son influence sur les questions climatiques. Fanny également, dans son intervention, est bien revenue là-dessus. Et pour nous, en tant qu'organisation féministe, qui travaillons à accentuer la voix des femmes qui sont victimes des projets des industries extractives, nous entendons déjà l'extractivisme comme la surexploitation ou l'exploitation abusive des ressources naturelles. Et cette surexploitation-là a a favorisé l'émergence d'un système capitaliste, néolibéral et patriarcal qui a accentué et qui continue d'ailleurs d'accentuer les inégalités sociales et de maintenir les femmes dans une situation de précarité. Et cette situation de précarité est de plus en plus aggravée. Et il est aussi important de mentionner que, l'extractivisme a un impact réel sur le changement climatique. Je pense que la présentation de Fanny l'a démontré sur voilà, en de nombreux points. Mais j'aimerais juste rappeler que les industries extractives, c'est-à-dire le forage ou la construction de centrales à charbon, etc., contribuent fortement à l'augmentation des gaz à effet de serre, et ce qui a un impact sur donc, le réchauffement global de la planète. Et on connaît les conséquences aujourd'hui du réchauffement de la planète sur la raréfaction des ressources, notamment en eau, en énergie. Par exemple, dans des communautés, quand on sait que les femmes sont un rôle social qui les emmène à être les personnes responsables de nourrir la communauté ou de s'occuper des vieillards ou de collecter de l'eau, il apparaît clairement que les changements climatiques et notamment la raréfaction de la ressource en eau est un problème qui fait peser une double charge sociale sur les femmes dans les communautés, en plus de déjà subir les injustices ou les inégalités qui sont favorisées par le capitalisme et le néolibéralisme. Et pour vous, le travail sur la justice climatique, donc autour de ces industries extractives, nous emmène à travailler énormément à travers nos partenaires dans les pays. Nous intervenons à travers notre programme Women Building Power dans 6 pays. Nous intervenons au Sénégal, où nous soutenons les femmes marieuses de la station de séchage de poissons de Kelkom, qui se trouve à quelques encablures de la centrale à charbon de Bargny. Nous travaillons également au Burkina Faso sur le site minier de Bomboré, en République démocratique du Congo, avec les communautés impactées par les projets de construction de barrages hydroélectriques Inga. Et en Afrique du Sud, où notre stratégie est un peu différente parce que nous intervenons directement sur les sites. Nous travaillons dans la région nord du KwaZulu-Natal, sur les sites de Somkelele et de Fouleni. Et puis, en Côte d'Ivoire, où nous avons commencé à travailler, à appuyer les femmes autour de la construction de la centrale à charbon de San Pedro. Notre but est vraiment de permettre aux femmes qui sont victimes donc, de ces constructions, de ces industries, de ces projets, de l'installation de ces méga projets qui les privent de leurs ressources, qui les privent de la terre, qui les privent des ressources auxquelles elles sont dont elles dépendent pour pouvoir prendre soin de leur famille et de leur communauté. Peut-être si j'avais, j'ai un petit commentaire à faire sur la déclaration parce que comme tu as assez bien fait le lien dans ta contextualisation en amont, il faut dire que Women n'a pas directement été impliquée dans le processus qui a abouti à l'adoption de la Déclaration des droits des paysans, mais à travers nos alliés,
tels que la Via Campesina, Rural Women Assembly. Women a observé le processus et nous avons pris bonne note de la prise en compte des droits des femmes paysannes et rurales dans cette déclaration. Et nous pensons que la déclaration peut être un outil important, notamment au niveau de son article 4, qui est dédié exclusivement, je crois, à l'inclusion des femmes et qui peut représenter une opportunité de renforcer les luttes des femmes dans les communautés. Voilà, peut-être de façon succincte ce que je peux dire là maintenant. Merci Reine. Merci beaucoup Reine. Je pense que la question des droits des femmes et de lutte contre le patriarcat est vraiment centrale, mais beaucoup d'organisations en parlent et vous vous battez sur le terrain pour réaliser vraiment ce droit des femmes. Donc je crois que c'est indissociable de nouveau de la convergence des luttes. Merci pour ton témoignage. Et maintenant, donc, je vais donner la parole à Sarah en lui posant cette question. On a déjà évoqué pas mal ces fausses solutions pour la lutte pour le changement climatique. Quel est ton avis là-dessus et comment est-ce que tu penses qu'on peut utiliser cette déclaration droits des paysans pour faire face à ces fausses solutions climatiques? Oui, merci. En fait, Fanny l'a rappelé tout à l'heure, on a un peu un double enjeu au niveau de l'agriculture. Il y a à la fois l'adaptation des paysans au changement climatique parce qu'ils en subissent les effets déjà et partout, en fait, et c'est ce que montre aussi le témoignage de Fanny. Et puis, il y a celui de la transformation des systèmes alimentaires qui sont, et du soutien aujourd'hui des politiques à l'agriculture industrielle parce que ces systèmes alimentaires industriels sont extrêmement polluants et pèsent très lourd dans la balance. Fanny le rappelait, l'ensemble des systèmes alimentaires, donc du champ à l'assiette, avec l'ensemble des étapes de processus de transport et de transformation, c'est 30 à 50% des émissions. Donc c'est énorme et c'est sûr que si on veut se confronter aux défis climatiques, il va falloir aussi transformer nos systèmes alimentaires pour pouvoir à la fois nourrir tout le monde et puis avoir des systèmes qui sont peu émetteurs. Et donc, un des enjeux clés, en fait, et tu le rappelais tout à l'heure dans la question de justice climatique, c'est la question du foncier. Et là-dessus, la Déclaration des droits des paysans reconnaît le droit à la terre de façon, tu l'as très bien rappelé, Manu, de façon non basée sur la propriété privée, mais justement avec un droit collectif. Et donc, on peut se baser là-dessus justement pour lutter contre les fausses solutions. Et je vais un peu revenir dessus, je pense que c'est important que ce soit extrêmement clair. Donc, on a besoin de réduire drastiquement nos émissions. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a aussi cette question de la justice, de qui réduit et qui est affecté. Et aujourd'hui, les personnes les systèmes et les pays les plus responsables et les systèmes industriels les plus responsables des émissions ne sont pas ceux qui subissent sur le terrain, en première ligne, les impacts. Et donc, il va falloir que ce soit ces pays très industrialisés, aussi ces secteurs qui sont très émetteurs, qui réduisent drastiquement leurs émissions et très rapidement. Et en fait, je vais peut-être revenir sur un graphique. Alors, attendez, j'essaie de partager mon écran, c'est ici. On voit dans les scénarios du GIEC qu'on a un défi considérable devant nous. Est-ce que du coup, c'est bon, là, vous voyez l'écran? Ouais, parfait. Donc ça, c'est les graphiques extraits du rapport du GIEC sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et on a, le GIEC, en fait, il revient sur des scénarios de scientifiques existants. On a 4 grandes familles de scénarios. On voit sur l'écran, en fait, c'est P1, P2, P3, P4. Et donc, on voit le P1, c'est un scénario de réduction des émissions, donc la partie grise et la ligne bleue qu'on voit, qui réduit de façon très abrupte et très rapidement à partir de 2020 les émissions. Et c'est le seul scénario viable en fait pour pouvoir réussir à rester sous 1,5 degré. Pourquoi c'est essentiel de rester sous 1,5 degré? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, Fanny et Reine montraient tout à l'heure que les paysannes et les paysans sont déjà très impactés. Ce 0,5 degré d'écart, c'est des centaines de millions de personnes en moins si jamais on arrive à rester sous 1,5 degré, qui seront impactés par les sécheresses, par les inondations à répétition, par les cyclones, par la montée des eaux de la mer.
etc. Donc, c'est essentiel qu'on arrive à rester sous 1,5 degré en termes de préservation de la dignité humaine et des droits humains. Et donc, comment on fait ? Donc, on a ce scénario, le P1, qui nous permet de rester dans cet objectif-là et qui demande une transformation radicale de l'ensemble de nos systèmes de production, y compris alimentaires, dès aujourd'hui. Et puis, on a les autres scénarios, qui sont des scénarios scientifiques qui existent. Et vous voyez déjà la partie marron qui correspond à FOLU. Donc, ce qui apparaît en marron sur les graphiques, c'est ce qui va être, entre guillemets, compensé par le secteur des terres. L'accord de Paris prévoit un équilibre entre les émissions et les absorptions. De toute façon, on sait qu'on n'arrivera pas à zéro. Il y aura toujours des émissions résiduelles. Le problème, c'est qu'il faut que ces émissions résiduelles elles soient les plus petites possibles parce que c'est les forêts qui vont encaisser ces émissions. Les forêts, elles ont une capacité extrêmement limitée. On le voit, là, cette partie en marron, elle est extrêmement petite. Donc déjà, il y a un premier défi, c'est de faire du secteur des terres, donc forêt et agriculture, un émetteur net. Aujourd'hui, il est émetteur net, on le voit dans cette première partie de la courbe, à un puits de carbone. Donc ça, c'est le premier défi. Et puis le deuxième, ça va être de réduire toutes les autres émissions. Et si on réduit plus lentement, et c'est ce que montrent les scénarios P2, P3, P4, en fait, on se base sur ce qui apparaît en jaune, qui sont les BECS, qui sont en fait ce qu'on appelle des émissions négatives. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est si dangereux. Mais ce scénario, il se base sur une réduction plus lente, plus progressive, mais il se base aussi sur un dépassement temporaire de la température, un dépassement temporaire des 1,5 degrés pour ensuite revenir en arrière. Ça, c'est assez délirant parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer si on dépasse. On va passer un certain nombre de points de bascule. Il y a des choses qui ne sont pas réversibles. Ce n'est pas un modèle simple où on dépasse et puis on revient en arrière. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le climat est un système extrêmement complexe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis, ces BECS, c'est une technologie dans ce qu'on appelle d'émission négative qui est extrêmement dangereuse. Parce que donc d'une, on a des phénomènes d'emballement climatique qu'on ne peut pas prévoir et qui sont dangereux. Et puis aussi, c'est en fait les BECS, c'est de la bioénergie avec capture et stockage du carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est on a des arbres qui poussent, c'est la biomasse, ce qu'on voit en bas à droite du schéma. Donc, les arbres qui poussent vont capter du carbone et le mettre sous la terre. Et donc, on va transformer cette biomasse en énergie en la brûlant dans une centrale. Et avant que le CO2 ne soit émis dans l'atmosphère, on va l'attraper et le capturer et le mettre sous terre. Ça, c'est le principe. Et donc, l'idée, c'est que les arbres ont capturé du carbone et puis on ne va pas le réémettre dans l'atmosphère, on va le capter. Alors, sur le papier, ça peut éventuellement marcher. Pourquoi c'est dangereux ? Alors déjà, on a des scénarios qui se fondent sur une technologie qui aujourd'hui n'est pas réalisable et extrêmement chère et qui n'est pas viable à l'échelle. Et puis ensuite, c'est une surface pour produire toute cette biomasse, donc pour planter tous ces arbres, en fait, on a besoin d'une surface complètement délirante. Le GIEC estime qu'il faudrait entre 500 millions et 3 milliards d'hectares pour rester sous 2 degrés. Donc, on n'est même pas sous l'objectif de 1,5, on est sur 2 degrés avec ces chiffres-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surface cultivée au niveau mondial aujourd'hui, elle s'étend sur 1,5 milliard d'hectares. On n'a pas, soyons honnêtes, on n'a pas 3 milliards d'hectares de terres qui sont inutilisées aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, c'est cette assumption qui est totalement délirante et sur laquelle sont fondés pourtant ces scénarios scientifiques. Et donc, ça présente des risques qui sont les mêmes en fait que ceux qu'on est capable aujourd'hui de documenter sur les agrocarburants, qui sont accaparement de terres, déforestation et insécurité alimentaire, avec en premier lieu les personnes touchées qui seront en fait les paysans et les populations autochtones qui vivent dans les forêts qui seraient déforestées. Donc, on a un vrai problème de sécurité alimentaire avec ce type de fausses solutions. Et donc, on a aussi d'autres types de fausses solutions. Juste pour les mentionner rapidement, on a des scénarios, des propositions qui sont formulées sous forme de séquestration du carbone dans les sols agricoles. Ça peut se baser aussi sur l'utilisation du glyphosate, par exemple. C'est des choses qui sont aussi en elles-mêmes émettrices, et donc c'est des scénarios qui posent problème. On ne peut pas se fonder
l'objectif premier, en fait, ça va être de réduire nos émissions réelles et qui sont déjà en cours. On a tout à l'heure, Fanny mentionnait REDD+. On a ce type d'outils qui sont des fausses solutions et qui entraînent tout un certain nombre de menaces pour les communautés et les populations. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le dépassement est important, donc plus on va attendre avant de réduire nos émissions, et plus on aura besoin de ces émissions négatives, et c'est extrêmement dangereux. Et donc, l'importance de réduire les émissions à la source, et je reviens très rapidement juste sur la déclaration sur les droits des paysans, en fait. La déclaration sur les droits des paysans, elle reconnaît le droit foncier, le droit à la terre. On a des études qui montrent de façon chiffrée, et on pourrait revenir de façon plus développée là-dessus, que la protection de l'agriculture paysanne, que la transition agroécologique, mais aussi la reconnaissance de terres communautaires et autochtones permettent de mettre en place des systèmes alimentaires qui sont moins émetteurs, de protéger les puits de carbone existants et aussi de nourrir la population, parce que c'est quand même l'objectif premier, avec un modèle qui soit sobre. Et on a donc la reconnaissance scientifique de ces solutions. Il faut maintenant qu'au niveau des politiques climatiques, donc des plans d'action nationaux de l'accord de Paris par exemple, on puisse s'appuyer sur ces droits fonciers. Et donc, il y a un important travail de plaidoyer à faire sur ce point. Et je vais peut-être arrêter là, du coup. Merci. Un tout grand merci, Sarah, pour vulgariser cette question. Excusez-moi. Un tout grand merci pour vulgariser cette question des fausses solutions climatiques et de voir à quel point on nous entraîne dans des scénarios potentiels qui vont être vraiment catastrophiques et malheureusement qui restent encore trop enfermés dans une discussion d'experts techniciens qui ne permettent pas, je crois, pour la grande partie de la population de visualiser quel est l'avenir qu'on nous réserve si on fait confiance aux solutions de l'industrie et de l'agroalimentaire, notamment pour ce qui concerne l'alimentation. Ok, avant d'ouvrir la discussion avec l'ensemble des participants au webinaire, j'aimerais vous poser encore à toutes les trois une question. Parce que je pense qu'on peut difficilement éviter le sujet de la crise sanitaire qu'on traverse actuellement au niveau mondial et dont on sait, en fait, on a montré déjà que ce genre de crise sanitaire est augmenté, favorisé aussi par des questions de destruction des habitats. Les principales causes qui sont mentionnées sont la destruction des écosystèmes, l'agriculture et l'élevage industriel et les changements climatiques qui favorisent l'apparition de ces maladies qui contaminent des animaux vers les hommes. Alors, j'aimerais vous poser cette double question, à vous de choisir par quel angle vous l'abordez, mais quels sont les défis que vous voyez après cette crise pour le combat des luttes paysannes d'une part et reconquérir notre souveraineté alimentaire ou le combat pour la justice climatique après cette crise Covid-19 qu'on traverse actuellement? Voilà, je vais vous demander de répondre en 2 minutes pour qu'on garde vraiment un espace de discussion avec les participants par après. Et je redonne peut-être la parole à Fanny et on refait le tour. Oui, alors là, on le voit, cette crise sanitaire, c'est assez flagrant pour nous, paysannes et paysans, parce que rien que déjà, juste sur nos fermes, on a des appels de consommateurs complètement inconnus qui nous avaient jamais n'étaient pas en lien avec nous et qui d'un coup se disent oh, en fait comment on fait pour se nourrir quand les produits ne viennent pas de l'autre bout du monde, et ben en fait comment on fait quoi, ils sont où les producteurs autour de chez nous? Et pour nous ça a été flagrant là, tous les collègues paysans autour de nous vivent la même chose. D'un coup il y a des gens qui se réveillent et qui se disent attendez, on a besoin de vous en fait, on a besoin de vous pour se nourrir parce que on a fermé il y a des frontières qui se sont fermées, il y a des échanges commerciaux qui ne se font plus. Help, on a besoin de vous. Alors ça, c'est assez surprenant, mais au-delà de cette crise, pour nous, c'est aussi une grosse crise politique et une crise économique liée aux dérives de la mondialisation. Et on le voit chez les camarades de la Via Campesina aux 4 coins du monde, les collègues indiens qui ont eu une belle récolte cette année et leurs productions sont en train de pourrir sur le sol parce que il y a pas d'acheminement avec les villes, alors qu'en ville, on commence à crever de faim. Enfin, il y a des vrais problèmes. En fait, on se rend compte qu'on a tellement déconnecté, on s'est tellement déconnecté du lien production locale, distribution, consommation,
Le système est complètement fou. Là, j'étais avec un camarade pêcheur d'Afrique du Sud au téléphone. Il nous raconte que eux, toute la saison des homards qui leur permet de faire leur revenu annuel a été complètement chointée parce que 95% des homards, normalement, partent en Chine. Et avec cette année, avec la Chine ayant fermé le marché, en fait, ils se sont retrouvés avec plein de homards sur les bras à ne pas pouvoir vendre parce que les circuits de vente internes au pays ne sont pas du tout ne sont pas créés, non pas avec en plus l'histoire de l'apartheid, ça a complètement détruit tout ce qui était coopérative, circuit de vente, tout ça. Du coup, on se rend compte qu'il y a tout à revoir et chacun dans nos gouvernements y va de sa petite mesurette pour le futur, mais on sait très bien que ce sont des fausses promesses et qu'il va falloir, nous, peuple, reconquérir notre souveraineté alimentaire parce qu'elle est au cœur en fait, des enjeux à venir. Et le Covid-19, c'est peut-être qu'une porte d'entrée et on risque de vivre des crises bien plus violentes et bien plus longues et durables à l'avenir. Du coup, il faut tout repenser et la souveraineté alimentaire est un peu la seule solution possible, quoi. Merci beaucoup, Fanny. Reine? Oui, merci Manu. Oui, en fait, je pense que la crise du Covid-19 montre aussi clairement les limites d'un système qui ne fonctionne pas et qui se maintient avec tout son corollaire d'injustice et d'inégalité. Je pense que cette crise donc du Covid-19 montre les limites du système, voilà, du système capitaliste qui favorise, parce que en fait, ce système-là favorise l'émergence de crises sanitaires comme on a pu le voir dans le passé avec la crise du H1N1 ou avec Ebola, aujourd'hui avec le Covid-19, parce que c'est un système qui promeut l'exploitation, la surexploitation abusive et qui promeut également le bénéfice, le profit à tout prix, sans aucune considération, sans aucun égard pour les droits humains, pour l'humain, pour la planète, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est face donc aux limites d'un système qui ne marche pas, qui est le système capitaliste, et qui est aussi le principal responsable du changement climatique et de toutes les conséquences qu'on vit aujourd'hui et que nos communautés subissent au quotidien. Mais je pense également que cette crise met en avant la fragilité, comme Fanny l'a dit tout à l'heure, la fragilité du système alimentaire. Et je pense que aussi en Afrique, on fait face à cette fragilité-là, dans la mesure où nous sommes dépendants des importations et qu'aujourd'hui, voilà, les frontières sont fermées, les pays, chaque pays, nos partenaires, comme on le dit si bien, nos partenaires du Nord, ont fermé leurs frontières, qu'on ne peut plus importer du riz d'Asie ou de la farine d'Allemagne, etc. Et qu'on est face à une population qu'il faut nourrir malgré tout, alors que nous avons des paysans et des paysannes qui cultivent, qu'ils cultivent localement, mais qui n'ont jamais été encouragés ou qui ne sont pas encouragés par nos États. Je pense que voilà, c'est aussi l'un des défis de cette pandémie. Il y a aussi aujourd'hui, voilà, donc ça met en avant aussi l'impérieuse nécessité pour nos États africains de travailler à garantir la souveraineté alimentaire pour les communautés. Et nous, à Women, nous avons mis en place une stratégie Covid-19 qui encadre nos actions sur les 3-4 prochains mois avec nos partenaires dans les pays. Notre stratégie va couvrir 3 axes majeurs qui sont le premier axe de soutenir l'accès des femmes à l'information et s'organiser pendant et à travers la crise, faire entendre la voix des femmes, obtenir une analyse critique et des idées pour transformer le monde et ensuite construire une solidarité panafricaine et faire campagne donc, autour de thématiques comme la souveraineté alimentaire, d'accès à l'énergie. Et enfin, nous avons soutenu par exemple notre partenaire en Côte d'Ivoire à travers une action d'appui à un groupement de femmes qui vendent dans les marchés locaux, dans un marché local qui était menacé d'être fermé parce que, étant considéré comme
véhiculant la propagation de l'épidémie. Et nous les avons appuyés à obtenir des kits, des kits sanitaires pour justement mettre en place les mesures barrières. Et nous pensons que c'est aussi une contribution à la souveraineté alimentaire en maintenant l'activité économique de ces femmes et en permettant aux communautés aux alentours de pouvoir accéder aux produits qu'ils ont l'habitude de consommer, même en temps de crise. Voilà. Merci beaucoup, Reine. Je redonne la parole à Sarah maintenant. Oui, je ne vais pas répéter, mais je souscris totalement à ce qu'ont dit Fanny et Reine. La crise qu'on vit aujourd'hui, c'est un avant-goût en fait, de ce qui va nous arriver de façon répétée dans les années à venir. Et ça, tous les rapports scientifiques le disent. On a des enjeux de sécurité et de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, en France, on a des familles qui dépendaient pour nourrir leurs enfants des cantines scolaires parce qu'elles pouvaient avoir des prix extrêmement bas. Grâce aux subventions et aux aides de l'État, aujourd'hui, étant déconnectés de ces aides et les écoles ayant fermé, en fait, on a des vrais problèmes d'alimentation et de faim aujourd'hui en France. Et donc, pour pas revenir vraiment là-dessus, mais peut-être que ce moment, en fait, il constitue un vrai moment politique. On a une prise de conscience incroyable, et Fanny le disait, des gens qui appellent et qui disent comment on fait pour se nourrir en fait aujourd'hui au niveau territorial. On a un moment politique très fort, donc une prise de conscience, on a de l'argent sur la table. C'est une opportunité en réalité parce qu'on a une prise de conscience de la population et on pourrait imaginer une reprise avec une reterritorialisation en fait, des systèmes alimentaires, une accélération de la transition écologique. Et ça pourrait constituer, au-delà de cette crise sanitaire et de la catastrophe qu'on est en train de vivre, une façon aussi de réinventer autre chose pour demain, pour éviter justement et créer des systèmes plus résilients, à la fois au niveau agricole, mais aussi au niveau social, au niveau de nos formes d'approvisionnement en général. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette opportunité, très clairement. On a aussi un front énorme des lobbies du secteur privé qui est en train de se lever en Europe et ailleurs pour justement tout faire pour mettre à mal cette opportunité-là et pour bien rester dans le système précédent, capitaliste, qui nourrit toujours les mêmes grandes multinationales. Et ça, on le voit avec une levée de bouclier de l'ensemble des syndicats du patronat qui essaient de mettre à mal l'ensemble des régulations environnementales. Donc, c'est extrêmement préoccupant et c'est un gros risque aujourd'hui de cette crise, enfin dans l'après de cette crise. Merci beaucoup, Sarah. Et je donnerai aussi un petit exemple de ce qui se passe chez nous ici en Belgique, où en fait, cette crise a provoqué des discours intéressants chez nos dirigeants qui parlent beaucoup de relocalisation et de reconquête de la souveraineté alimentaire. Et en fait, dans le même temps, hier, il sortait un communiqué comme quoi il demandait un maximum d'aide à la Commission européenne pour soutenir les secteurs exportateurs qui, eux, sont en crise. Parce qu'en Belgique, par exemple, on est le premier exportateur mondial de pommes de terre surgelées, nos fameuses frites. Et en fait, maintenant, on n'arrive plus à les écouler sur les marchés internationaux. Du coup, on demande un maximum d'aide pour racheter ces stocks et les utiliser en fait comme aide alimentaire, qui montre aussi que l'aide alimentaire sert un peu de variable comme ça ou de poubelle de l'agro-industrie. Et je pense que ça doit vraiment nous questionner sur ce modèle et sur l'importance de reconquérir cette souveraineté alimentaire tant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Alors voilà, un tout grand merci pour vos interventions. Maintenant, je vais ouvrir la discussion à l'ensemble des participants. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité soit de poser vos questions par écrit, et j'en ai déjà reçu une. Et alors, j'ai une demande d'intervention de Sénat, de JVE, qui est une organisation africaine environnementale et partie aussi, je pense, de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Donc, je vais voir si Sénat est là. Et donc, en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions ou à lever votre main virtuellement si vous souhaitez prendre la parole. Alors, Sénat, est-ce que j'arrive à te donner la parole? Il faut que je te trouve parmi… Hop, hop, hop. Activé. Voilà, Sénat, tu as la parole. Est-ce que tu m'entends?
Sénat, est-ce que tu nous entends? Normalement, ton micro est activé, donc on devrait pouvoir Euh, t'entendre. Voilà. oui, ça va? Oui, on t'entend pas très fort, donc parle bien fort. Ok, allez, bonjour. Donc, je suis Célan. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, donc je m'appelle Célan Feto. Je vis au Luxembourg et donc je travaille pour une ONG appelée Action Solidarité Tiers-Monde, qui fait beaucoup de travail d'éducation au développement ici au Luxembourg et en Europe. Et nous soutenons des projets de solidarité internationale en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu une question ou une remarque par rapport aux interventions? Une question spécifique, non. Par contre, une remarque, d'abord, je voudrais féliciter les trois intervenantes pour les contributions. J'adhère complètement à l'approche opportunité que peut être la situation que nous vivons actuellement, qui rejoint aussi ce que nous faisons, surtout ici au Nord, pour tout ce qui est du travail pour la réalisation de la production, voire la reconquête de la souveraineté alimentaire. Donc, je partage parfaitement ce point de vue-là et tout ce qui a été dit aussi auparavant. Et si éventuellement, après, oui, ça suivrait des groupes de réflexion ou oui, d'alliance dans ce sens-là, oui, notre organisation serait partante. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci. Merci pour ton intervention. Alors, j'ai une question ici de Salena qui demande quels sont vos espoirs pour la déclaration et quelles sont les alliances et convergences dans les mouvements sociaux les plus importantes pour transformer ces espoirs en réalité. Je ne sais pas si l'une des intervenantes souhaite répondre à cette question. En termes d'espoir pour la déclaration, elle est maintenant adoptée. Donc, peut-être les espoirs, c'est quels sont les enjeux pour sa mise en œuvre pour la suite. Je sais. Oui, Fanny, je vois que tu lèves la main. Et, en fait, comme on le disait, on est nombreux à ne plus avoir grand espoir dans nos gouvernements, à force d'être déçus, déçus et redéçus et encore redéçus et encore plus déçus. Du coup, on sait très bien que, en fait, ça viendra du bas, ça viendra de nous, ça viendra du peuple, des peuples. Du coup, en tout cas, nous, ici en France, on est persuadés que les convergences, il faut qu'elles soient les plus larges possibles. On se rend bien compte que la santé, comme l'éducation, comme l'alimentation, devraient sortir des lois du commerce et devrait être un socle pour toutes et tous. Et du coup, les convergences, faut que. Enfin, nous, on est persuadés qu'on doit converger avec tous les mouvements de base, en fait. Tous les mouvements de base, qui soient les jeunes des cités qui se rebellent contre les violences policières, parce que nous aussi, en tant que militants et syndicalistes, on est face aux violences policières, que les mouvements environnementalistes, que tous les mouvements droits humains. Je pense qu'il faut que la convergence elle soit le plus large possible. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on sorte de ces petites guerres de clochers et ces conflits d'intérêts, parce qu'en fait, le socle est bien plus vaste. On a quand même des bases communes énormes, que ce soit de lutte contre le système néolibéral, le patriarcat et tout ça. Du coup, je pense que vraiment, il faut que la convergence, elle soit internationaliste, certes, mais aussi avec tous les autres corps de métier. Et surtout, ne nous enfermons pas dans des replis corporatistes que paysans, paysannes, entre nous, on se bat seuls. C'est plus possible. Il faut vraiment qu'on converge avec tous les autres corps de métier et toutes les initiatives possibles, que ce soit les artistes comme les personnels de santé. Il faut vraiment. Là, l'enjeu, il est quand même démographique. Enfin, là, on le voit avec le Covid
19, on est nombreux dans nos pays à être confinés. On se rend compte qu'on veut aussi détruire notre capacité d'action et la parole politique et collective. Il faut vraiment qu'on sorte de ça et qu'on ne fasse pas confiance dans les politiques sous caution sécuritaire ou sanitaire, qu'on ne nous fasse pas croire qu'on va détruire nos libertés. Il faut vraiment qu'on soit vigilant et que l'action, elle se mène même maintenant, même si on est les uns les autres isolés chez nous, quoi. Merci Fanny. Réen ou Sarah, est-ce que vous souhaitez contribuer? J'aborde complètement dans le sens de Fanny, notamment au niveau de la convergence des luttes, parce que je pense qu'on se bat tous contre un système, et c'est le même système avec différentes démembrements ou définitions, je vais dire, en fonction. Et nous, au niveau de Women, c'est vrai qu'on travaille avec les paysannes. On travaille, c'est vrai que nous sommes une organisation féministe, donc très orientée sur le droit des femmes. Et nous travaillons avec des groupements, des mouvements sociaux de femmes, des groupements communautaires et des agricultrices, des femmes pêcheurs. Enfin, on essaie de rassembler le plus grand nombre. Et j'avais dit aussi tantôt dans mon propos que nous avons mis en place un CONVNOR, un Climate Justice CONVNOR, qui est un groupe de travail avec des partenaires dans les pays, mais également avec d'autres organisations alliées, telles que la Via Campesina East and Southern Africa, qui est un très proche allié de Women. Et je pense que voilà, il faut vraiment tous converger ensemble dans les mêmes luttes. Nous avons, je pense, un objectif commun. Et je pense que la déclaration est un... Vous savez, on a eu l'accord de Paris en 2015 et on a aussi aujourd'hui la déclaration des droits des paysans que je trouve, à mon sens, très pertinente pour aussi bien les mouvements féministes, donc les mouvements de femmes qui travaillent sur les questions de justice climatique, mais également d'autres mouvements paysans, de trouver là un point de convergence, voilà, je veux dire un point de convergence pour voilà, justement adresser la question de la justice climatique et surtout faire échouer un système qui n'arrête pas de pourrir la vie à tout le monde. Voilà. Merci Réen. Sarah, est-ce que tu souhaites contribuer? Peut-être très rapidement, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Là où la déclaration, elle peut servir à justement toute cette transformation dont on a besoin, c'est qu'en fait, elle reconnaît des droits aux paysans. Il n'y a pas de transformation des systèmes alimentaires et pas de justice climatique sans justice sociale. Ça a été répété depuis plusieurs années. C'est là où finalement cette déclaration peut nous donner un outil dans la transformation des politiques publiques. Si on transforme les politiques publiques en les fondant sur les droits, notamment les droits des paysans, ça nous permet aussi d'accélérer cette transition qu'on appelle de nos voeux. Donc juste ça, peut-être. Mais... Merci Sarah. Et oui, du côté de FIAN, cette convergence des luttes, elle est aussi essentielle dans notre travail. Et peut-être mentionner deux initiatives intéressantes, et notamment en Afrique de l'Ouest, où depuis quelques années, il y a une caravane de l'Afrique de l'Ouest sur la convergence des luttes pour la terre, l'eau et les semences qui s'est créée. Et je pense qu'il y a une belle dynamique à encourager vraiment ce rassemblement de mouvements sociaux de base qui réclament vraiment une justice, l'accès aux droits différents. Et la déclaration peut vraiment être une utilité pour ce genre de mouvement de base. Et au niveau international, au fin de l'année passée, on a quand même eu un forum mondial qui s'appelle le Climate Rights for All, qui a rassemblé des organisations comme Amnesty International et Greenpeace, avec des organisations plus de base comme FIAN et les mouvements sociaux. Je pense que Via Campesina était aussi partie prenante. Donc pour nous, là, de nouveau, c'est le signe vraiment qu'il y a une convergence entre cette lutte droits humains et environnementale qui commence à se faire, mais qui est important de renforcer. J'ai Albert qui souhaite prendre la parole, donc je vais voilà, te donner la parole. Albert, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on t'entend? Albert, on ne t'entend pas très bien. Oui.
Je dis que ma contribution, c'est par rapport à ce qu'a dit Fanny, par rapport à la déclaration des droits des paysans et des personnes vivant dans les zones rurales. L'initiative doit venir de base. Et nous, en RDFI, dans notre organisation, nous avons instauré le système clinico-juridique pour faire… Malheureusement, je ne sais pas si mes collègues intervenants t'entendent, mais moi, je ne comprends pas la question. Désolé, Albert. Essaie de voir si tu peux rétablir ton micro. Je vais te muter pour l'instant et peut-être réessayer tout à l'heure si tu arrives à régler un peu ton micro. Désolé. Alors, j'ai Phil du MAP qui parle de la question entre élevage industriel et agrocarburants. Qu'en est-il des chiffres pour les agrocarburants issus de la déforestation et de l'accaparement qui en découle dans la contribution au réchauffement climatique? Bon, c'est une question assez précise. Peut-être, Sarah, si tu as quelques éléments de réponse sur cette question. Je n'ai pas les chiffres précis en tête. Par contre… oui, les agrocarburants, on l'a toujours dénoncé comme une fausse solution. Ça fait partie des objectifs, notamment européens, en fait, de soi-disant de carburants propres, etc., ou renouvelables. En réalité, on a vu un énorme impact sur les paysans dans les pays du Sud. Nos partenaires au Brésil nous ont beaucoup fait remonter ça. C'est que du coup, on a des accaparements de terre. Et puis, en termes simplement climatiques, au-delà, on a les considérations sociales, mais même en termes climatiques, en fait, le biodiesel, les agrocarburants, ça peut émettre jusqu'à 80% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que le carburant traditionnel. Donc, ça ne constitue pas du tout une solution en termes climatiques. Et puis, en termes sociaux, on a de la déforestation, les accaparements de terre, ce n'est pas du tout une solution viable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques européennes continuent d'encourager l'incorporation des biocarburants dans les carburants traditionnels. C'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. Et surtout que c'est là encore une question de justice. En fait, ça a beaucoup d'impact dans les pays du Sud, notamment en Amérique latine. Et c'est nous qui demandons et qui exigeons avec nos politiques publiques ce type de mesures. Merci, Sarah. Fanny, je vois peut-être que tu souhaites réagir. Non, c'est juste, moi non plus, je n'ai pas les chiffres. Hein. On a des chiffres sur les phénomènes d'accaparement de terre au niveau mondial, mais ce n'est pas seulement pour les agrocarburants ou pour l'élevage. Faut juste rappeler que nous, ici en France, parce qu'on accapare les pays du Sud ou l'Europe de l'Est aussi est touchée par les accaparements, mais ça y est, ça commence aussi chez nous. Nous, on a eu en France les premiers cas d'accaparement de terre dans l'Indre, d'une société chinoise, si je me souviens bien. Et on commence à accaparer du coup pour produire, hein, parce que la quête, depuis les émeutes de la faim en 2008, la question alimentaire est au cœur de la guerre entre États. Mais il y a aussi tout ce qui est compensation carbone, même en France, des forêts qui commencent à être achetées pour faire de la compensation carbone. L'accaparement des terres… j'ai perdu le fil, mais en tout cas, c'est pas que… Si, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que nous, on a Sophie Protéol, l'ancien président de la FNSEA, Xavier Belin, qui détient Sophie Protéol, une énorme multinationale ici en France, qui a des filiales un peu partout dans le monde, est fortement accaparatrice pour faire de l'agrocarburant. Et ce qu'on dit en militants, c'est qu'aussi, nous, ici, dans les pays du Nord, la pression, elle est aussi à faire auprès directement des entreprises accaparantes. Et que du coup, au niveau convergence des luttes, puisqu'on ne peut pas forcément se déplacer pour aller filer la main aux copains qui se font accaparer leurs terres en Afrique de l'Ouest et ailleurs, je pense qu'on a des actions à mener ici en Europe, chez Bolloré qui accapare avec l'huile de palme, chez Sophie Protéol et d'autres. Et je pense que ça pourrait être des belles actions à prévoir à la sortie de cette crise Covid-19. Voilà, c'est un appel pour de l'action. Merci Fanny. Je vais retenter de donner la parole à Albert en espérant que ces petits problèmes de micro soient résolus. Albert, est-ce que tu es là? Ok, on va essayer de t'écouter, mais ce n'est pas facile.
moi, je vous reçois 5 sur 5. Ok, je suis vraiment désolé, c'est trop difficile. Peut-être si tu as une question, je t'encourage à la faire par écrit parce que malheureusement, les conditions sont difficiles pour t'écouter. Alors, j'ai encore une intervention ici de Chérif Cissé qui dit « Je suis expert en aménagement forestier et biodiversité d'un projet de l'État du Sénégal financé par la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement et l'État lui-même. Aujourd'hui, nos actions d'aménagement des forêts pour la conservation de la biodiversité et pour la production de charbon de bois ont permis la séquestration d'une importante quantité de CO2. Notre objectif est d'emmener les collectivités territoriales à s'approprier de ce projet et d'aller vers les marchés carbone. Pensez-vous que l'on peut, dans le cadre de la justice climatique, considérer cette démarche ? Alors, c'est un cas concret ici. Évidemment, je pense que ça demanderait de connaître beaucoup mieux le cas, mais je vais quand même demander aux intervenantes si elles ont un avis. Je vois que Sarah lève la main, donc je te donne la parole. Merci. Alors, bon, je ne connais pas ce cas précisément. La question, au-delà du projet, en fait, c'est que souvent, donc, marché carbone, ça veut dire que ce projet spécifique irait générer un crédit qui serait ensuite revendu pour compenser les émissions d'une entreprise ou d'un État. Ce qu'on voit en fait au niveau global sur les marchés carbone, c'est que ces crédits constituent des fausses excuses en fait, pour ne pas réduire les émissions. Et je montrais tout à l'heure avec le schéma, l'essentiel aujourd'hui d'un point de vue global, c'est de réduire les émissions. C'est la première priorité. Et donc, ces crédits constituent une excuse, en fait, parce qu'on va acheter un crédit et du coup ne pas réduire nos émissions. Et donc, c'est une façon de capitaliser et de financiariser, en fait, une absence de réduction. En termes de justice climatique, ça pose beaucoup de questions. C'est pas juste de compenser au sud des émissions de gaz à effet de serre qui n'ont pas été réduites, notamment au nord, parce que c'est quand même beaucoup les pays du nord qui achètent. Et puis nous, avec nos collectifs de la société civile, on demande la sortie simple du secteur des terres, donc tout ce qui est forêt et agriculture, des marchés carbone. Parce qu'il n'est pas question en fait, de financiariser la nature comme ça, et il n'est pas question de compenser cette absence de réduction. Ça détourne la priorité première qui est la réduction des émissions. Donc, protéger les forêts, oui. Il faut développer des financements climatiques pour pouvoir aussi garantir cette protection des forêts. Par contre, compenser, non. Et ça, nous, ça nous pose vraiment question. Et on voit en fait des cas d'accaparement de terre, des cas de violation de droits humains, etc., dans les projets qui mettent en place ce type de logique financière. Et c'est extrêmement dangereux aussi pour les populations au niveau des projets locaux. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je n'ai plus de questions pour l'instant. Donc, s'il y a une dernière question, je vous invite à le faire rapidement. J'ai encore une main qui s'est levée. Non, c'est toujours Albert. Ah oui, Guy Kassler. Bonjour Guy. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci pour ce webinaire, c'est comme ça qu'on dit. Bon, je voulais apporter un complément sur la question de la destruction des forêts. Donc, tout à fait d'accord, c'est complètement ridicule d'un côté de détruire des forêts pour faire de l'huile de palme et d'autre côté d'alimenter un marché spéculatif carbone pour reconstruire des forêts artificielles avec une exploitation industrielle derrière, quelle qu'elle soit, charbon de bois ou autre. Ce qui ne veut pas dire que là où il n'y a plus de forêt, il ne faut pas en replanter. Ça peut être des actions intéressantes. Par contre, aujourd'hui, et notamment avec l'instrumentalisation de la crise du coronavirus, on a tout un plaidoyer qui se développe pour que l'homme ne mette plus les pieds dans des forêts qu'il faut absolument préserver, parce que si l'homme met les pieds dans ces forêts-là, on va franchir les barrières écologiques et aller chercher des virus sauvages, des monstres qui vont venir envahir la planète et nous confiner et arrêter l'économie partout sur la planète. Cette théorie ou ce récit est extrêmement dangereux. Il y a dans les forêts, qu'on dit sauvages, des peuples qui vivent, des communautés locales, qui, elles, savent vivre avec les virus, ont des connaissances
dites traditionnelles, elles sont souvent très modernes, pour vivre avec et pour maintenir, pour entretenir les barrières écologiques qui empêchent le franchissement du barrière des espèces par les divers micro-organismes qui existent dans les animaux et dans ces forêts. Et ce récit de préserver les dernières forêts en faisant en sorte qu'aucun humain ne puisse y pénétrer, eh bien, en fait, ça va amener à déménager ces populations, voire à les exterminer, et donc à perdre toutes les connaissances qu'ils détiennent pour pouvoir vivre justement avec ces micro-organismes, voire aussi perdre la diversité génétique qu'ils représentent, diversité génétique humaine qui permet de vivre avec ces organismes-là. Donc je pense qu'il est nécessaire que sur le discours qu'on doit nous développer par rapport aux forêts, qu'on fasse attention à ce nouveau récit qui fait semblant de reprendre nos revendications de protection des forêts, mais qui en fait va amener à détruire toutes les communautés autochtones qui existent encore dans les forêts pour les remplacer par, ma foi, du trafic d'or, du trafic de gibier, du trafic de drogue aussi qui peut se développer dans ces milieux-là. Un tout grand merci pour cette contribution, je crois, assez essentielle. Ça me permet aussi peut-être de souligner que la grande sœur de la Déclaration des droits des paysans, c'était la Déclaration des droits des peuples autochtones, qui a été vraiment cette première déclaration, instrument de droits de l'homme, à, comme je disais dans mon introduction, reconnecter l'humain à la nature et que ces peuples indigènes sont fondamentalement liés à leur territoire et notamment aux forêts, et que ces droits doivent être absolument respectés. Donc, je pense qu'on doit vraiment s'inspirer aussi de cette déclaration. Je vois que Fanny veut rebondir. Oui, merci Guy, hein, on se connaît bien, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais Guy, toi, tu parles de forêts et de peuples autochtones, mais je pense que cette question-là du réensauvagement, elle se pose aussi ici en Europe. Et avec la Confédération paysanne, peut-être qu'il faudra amener ce sujet sur la table au niveau de la Via Campesina, parce qu'on ne la porte pas au niveau international. Mais en tout cas, ici en France, avec la Confédération paysanne, c'est une vraie question parce qu'il y a des associations de protection de la nature qui commencent à acheter des terres, en faire des sanctuaires où du coup les activités humaines n'auraient plus lieu d'être. Et nous, en tant que peuple, en tant que éleveurs, bergers, bergères, en fait, on se retrouve à devoir quitter ces territoires-là qui étaient jusque-lors des pâturages pour nous. Et en fait, se pose vraiment cette question-là de quelle est la place de l'humain, en fait, pourquoi, Manu, tu le disais dans l'introduction, cette déconnexion entre humain, territoire, nature, monde animal, monde végétal, en fait, on a l'impression de ne plus en faire partie et que du coup, le monde est clivé entre un monde industriel et urbain où la population, en fait, vit en ville, mange de l'alimentation produite par l'agriculture industrielle et des zones qu'on préserverait, qu'on dirait soi-disant sauvages, pour préserver une soi-disant biodiversité. Mais du coup, nous, humains, on ne fait plus partie de ces territoires-là. Et nous, ça nous pose vraiment question, même dans nos systèmes agricoles ici en France où on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse s'apparenter au peuple autochtone. En tout cas, on est face à cette question-là aussi. Et c'est une bagarre qu'on commence à mener et on n'est pas du tout entendu par les mouvements sociaux parce que dès qu'on dit « Ah non, non, mais attendez, le réensauvagement, pour nous, c'est une logique encore de financiarisation de la nature, c'est une logique déconnectée des réalités du terrain », en fait, finalement, on s'en prend vite plein les dents parce qu'on ne nous entend pas là-dessus. Et je pense, Guy, tu as raison, il faut vraiment qu'on amène cette question-là au cœur des débats de la Via Campesina, où je pense que ce n'est pas encore vraiment traité. Et nous, peuple du Nord, peuple occidentalisé, on a aussi une bagarre à mener là-dessus, ici chez nous, quoi. Pour ne pas créer des espèces réserves, en fait, de nature sauvage où nous, paysans, on n'aurait plus notre place là-bas, quoi. Merci Fanny. Alors, je vois qu'on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. Je voudrais me tourner une dernière fois vers les intervenantes, Reine et Sarah, pour voir si elles ont une remarque finale à faire avant qu'on puisse terminer. Oui, peut-être rapidement, je l'ai mis en commentaire, mais je vous invite en fait à aller voir les travaux d'une alliance qui s'appelle Climate, Land, Ambition and Rights, donc le climat, la terre,
l'ambition et les droits. Et en fait, on propose des solutions qui sont fondées sur les droits, donc les droits des peuples autochtones, les droits des paysans, pour transformer les systèmes alimentaires et protéger les forêts. Et donc, ça revient un peu à la remarque que faisait Guy, sécuriser les droits des peuples autochtones pour protéger les forêts en leur permettant de vivre dans leur écosystème et dans leur lieu de vie depuis des centaines d'années. Et on a pu mener ces travaux avec des scientifiques qui nous ont permis de voir aussi que c'était la meilleure solution en termes d'ambition climatique, donc vraiment en termes de chiffres, de carbone séquestré, de carbone réduit, enfin d'émissions de gaz à effet de serre réduites. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le rapport sur les pistes inexplorées. Le résumé a été traduit en français, qui se trouve sur le site, et j'ai copié le lien. Merci Sarah. Reine, est-ce que tu as une remarque finale? Je pense que on ne peut pas on ne peut pas aborder la question de la justice climatique sans garder en esprit que on a un objectif aujourd'hui qui a été décliné dans l'accord de Paris qui demande un objectif de long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maintenir les températures globales en dessous à 2 degrés, voire 1,5, et que cet objectif ne peut pas être atteint dans le chemin actuel, dans le système actuel qui nous est offert, où les multinationales peuvent s'accaparer des États entiers et expulser des communautés hors de leur territoire, comme on peut le voir au Sénégal ou autour de tous ces sites, autour de dans toutes les communautés où il y a des projets extractifs qui sont installés. Et je pense qu'on est tous aujourd'hui face à une même réalité et qu'on devrait, peut-être je vais revenir sur la convergence comme peut-être Fanny a mentionné dans son propos tout à l'heure, mais aussi dire que je pense qu'il est important de pouvoir placer les droits humains au cœur même de la justice, de la réalisation de la justice climatique, et de comprendre que on se bat pas seulement pour nourrir nos communautés ou pour avoir accès aux services énergétiques de base, mais on se bat pour maintenir l'humain au centre des préoccupations. Et je pense que voilà, il faut, pour peut-être réaliser cette dynamique de maintenir l'humanité, donc l'humain au centre de toutes les préoccupations climatiques et environnementales, peut-être se saisir d'outils et comme la déclaration des droits des paysans et des paysannes, qui pour moi, en son article 4, est vraiment très pertinent et montre clairement qu'il y a matière à converger les luttes autour d'un même enjeu qui est de protéger les droits humains avant tout. C'est sur ça que je veux m'arrêter. Merci beaucoup, Reine. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup toutes les trois pour vos interventions et je remercie tous les participants et les participantes qui ont contribué. Voilà, j'espère qu'avec ce webinaire et cette série de webinaires, on réussit à insister sur l'importance de cette déclaration. J'ai remis dans le chat le lien vers une version illustrée de la déclaration qui a été élaborée par la Via Campesina et que je trouve très, très utile parce que le texte en tant que tel est un petit peu rébarbatif, mais donc réussir à mettre les illustrations et rendre le texte un peu plus vivant, ça permet de se l'approprier un peu mieux. Et donc j'espère qu'on a réussi à montrer l'intérêt de cette déclaration pour renforcer la convergence des luttes et vraiment ce lien entre les droits des paysans et les luttes pour la justice climatique. Et maintenant que le grand défi, c'est de réussir à s'emparer de cette déclaration et à la revendiquer. Malheureusement, ce n'est pas un outil contraignant, il n'y a pas d'organes qui peuvent forcer
les États et les entreprises à la respecter. Mais c'est comme de toute manière pour tout instrument, qu'il soit contraignant ou non, de toute manière, c'est quand on s'en empare de la base et avec les mouvements sociaux et qu'on exige son respect et qu'on se bat pour son respect, qu'on arrive à obtenir plus de justice et d'avancée sociale. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Bon, il est 15h30 pile, on est juste à temps. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous qu'ici en Belgique. Et je vous rappelle qu'il y aura une dernière série de webinaires en français, anglais, espagnol au mois de mai qui sera consacrée sur la diversité biologique et le droit aux semences. Voilà, bon après-midi ou bonne journée à toutes où vous vous trouviez et à une prochaine. Et au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci à tous.